bienvenue à Franck pour ce nouveau webinar. C'est le deuxième qu'on fait avec toi, Franck, et c'est un plaisir d'autant plus grand qu'on sait que tu es un conférencier national, international très demandé. Donc, ça nous fait d'autant plus plaisir que tu aies accepté cette invitation. Franck, toi, tu es un chirurgien dentiste qui est installé dans le 17e arrondissement, dans Paris. Et puis, c'est vrai que depuis 30 ans, même un peu plus, tu pratiques exclusivement l'implantologie, et en particulier les greffes osseuses et gingivales. C'est vrai que c'est ton job de tous les jours. Et tu as toi-même contribué à la mise en place de systèmes implantaires et puis aussi à l'amélioration de certains tissus osseux. Alors, aujourd'hui, justement, tu vas nous parler de régénération osseuse, fondamentaux et nouveautés. C'est vrai que j'aime beaucoup ta passion pour l'implantologie, donc tu vas nous la faire partager une nouvelle fois à toi, Franck, et à tous. Merci Sophie, merci pour cette présentation, toujours aussi empirique. Mais en fait, je veux juste vous parler de l'évolution de la régénération osseuse avec le temps. Pourquoi évolution? Parce que je vous parlerai un peu d'activité chirurgicale. Ça fait, comme tu l'as dit Sophie, 35 ans maintenant que je fais de la reconstruction et de l'implantologie. Et j'ai eu la chance de tester au fur et à mesure des années toutes sortes de biomatériaux qui sont devenus pour moi aujourd'hui une référence. Et cette présentation sera axée essentiellement sur l'utilisation de tels matériaux pour telle reconstruction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, la régénération osseuse en dentisterie, elle s'explique par 3 maîtres mots qui sont pour moi les plus importants. La simplification, la reproductibilité et la pérennité. Pourquoi simplification, reproductibilité et pérennité? Parce que lorsque moi j'ai commencé la chirurgie, je faisais des reconstructions avec exclusivement de l'os autogène et c'était donc pas des chirurgies extrêmement simples. Et avec le temps et l'utilisation des biomatériaux, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller, entre guillemets, beaucoup plus vite avec les mêmes résultats. Et on pouvait reproduire systématiquement et obtenir, bien sûr, une grande pérennité. Alors, lorsque l'on parle de greffe osseuse, il y a des questions qui reviennent à l'esprit systématiquement et que l'on va se poser lorsqu'on s'engage sur cette voie-là, c'est doit-on systématiquement, comme je le présente là, utiliser de l'os autogène? Voilà les chirurgies que je faisais à l'époque. Ok, c'est beau, c'est magnifique, ça fait des superbes reconstructions. Mais là, en l'occurrence, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un pariétal. Je travaillais à l'époque en clinique et je faisais toutes les semaines des pariétaux avec des prélèvements osseux au niveau du crâne, uniquement la partie externe et le diploé, qui est le spongieux entre la partie externe et la partie interne du crâne. Ce sont des chirurgies magnifiques, encore comme je l'ai dit précédemment, mais qui demandent une hospitalisation et qui ne donnent pas de suite opératoire, mais qui sont assez empiriques. L'autre question, c'est aujourd'hui, peut-on utiliser l'os existant ou doit-on systématiquement ajouter de l'os lors d'une pose d'implant? Et en fonction de la chirurgie qu'on va réaliser, quel type d'os exogène on va utiliser? Et vous avez tout un panel sur cet écran de biomatériaux que l'on peut utiliser et qui vont nous donner des résultats à la hauteur de nos espérances et surtout de l'espérance du patient. Enfin, cette technique chirurgicale faut-il adopter lorsqu'on rencontre un site dépourvu de volume osseux, comme le sinus en haut à gauche, ou l'expansion que j'ai réalisée au centre, ou le bone splitting sur la droite. Cette technique chirurgicale, on va essayer, et je vais vous les présenter, on va essayer de les utiliser toujours dans l'optique de simplifier la chirurgie et d'être dans les clous, entre guillemets, de pouvoir faire une chirurgie qui ne va pas durer 4, 5 ou 6 heures, mais 1 heure ou 1 heure et demie au maximum. Parlons un petit peu des biomatériaux.
On sait que ces biomatériaux sont utilisés en chirurgie orthopédique depuis 1950, c'est-à-dire un peu plus de 70 ans. Aujourd'hui, à partir des années 70, pardon, on a commencé à se pencher sur ces matériaux de substitution et on les a utilisés d'abord en parodontologie et ensuite en implantologie. En 2022, aujourd'hui, moi, je considère que grâce à leur qualité intrinsèque, ces matériaux peuvent être de parfaits remplaçants de l'os autogène. Parfait remplaçant veut dire aussi qu'on va pouvoir les utiliser pour obtenir exactement le même résultat qu'avec de l'os autogène. Alors, moi, j'aime beaucoup cette diapo parce qu'elle est significative des écueils qu'il faut éviter lorsqu'on voit en première intention un patient traumatisé comme ce patient. J'ai la chance ou l'honneur peut-être de recevoir beaucoup de patients comme celui-là, qui a eu une expulsion suite à un match de rugby, je crois, une expulsion de l'incisif central. Alors on se dit, génial, je vais pouvoir poser un implant à la place de Monsieur Durand, à la place de l'incisif central de Monsieur Durand. Sauf que lorsque l'on regarde un peu ce cas de plus près, on a un déficit osseux évident, on voit la concavité centrale, on a un déficit gingival. Et le fait de poser l'implant en direct, voilà le résultat que l'on risque d'obtenir. Un autre patient qui m'a été adressé, qui me demande, après lui avoir posé les implants dans le secteur postérieur, docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cet aspect inesthétique de la couronne? Alors, je ne suis pas un magicien et je n'aime pas prendre des risques inconsidérés. Et lorsqu'on regarde ce cas, on voit à travers vous voyez, le petit rond noir, on voit le grisé de l'implant, donc il n'y a plus d'os. On voit la longueur de la couronne. On parlera après de la jonction amélocémentaire et de la loi de Wallace, qui disent que si l'implant est positionné à plus de 3 mm sous la jonction amélocémentaire des dents adjacentes, on aura un résultat inédit. Là, on dépasse allègrement les 5 mm. Et puis, on a une gencive qui est en mauvais état. Dans ces cas-là, pour obtenir ce résultat, déposer l'implant, on va faire une greffe osseuse, on va faire une greffe gingivale, on va reposer l'implant pour obtenir un résultat à peu près correct. Alors, on va parler des rayons osseuses. Ces règles sont il y a trois règles, pardon. L'ostéo-induction, l'ostéoconduction et l'ostéogénèse. Qu'est-ce que l'ostéoconduction? C'est la capacité d'induire une différenciation cellulaire pour synthétiser une matrice osseuse minéralisable. En clair, si on voulait imager, entre guillemets, l'ostéo-induction, c'est l'interrupteur. Sans interrupteur, vous n'aurez jamais de lumière. Mais cet interrupteur ne suffit pas. Même si le potentiel ostéo-inducteur d'une greffe est lié à la présence de greffons, il faut quand même obtenir une ostéoconduction. Et l'ostéoconduction, c'est la capacité d'un greffon ou d'un biomatériau à servir d'échafaudage auquel les cellules vasculaires et osseuses environnantes vont pouvoir adhérer. Ça veut dire en fait que pour moi, l'ostéoconduction, c'est le câble électrique. L'os va se reformer autour de ce greffon pour, entre guillemets, si on peut dire, s'en nourrir et le remplacer. Et cette ostéoconduction va permettre une colonisation, une revascularisation et va créer une nouvelle matrice osseuse. Et on obtiendra l'ostéogénèse, qui est la néoformation osseuse à partir de cellules ostéogéniques, qui est la lumière. Vous avez associé l'ostéoconduction à l'interrupteur, l'ostéoinduction à l'interrupteur, l'ostéoconduction, le fil électrique, et vous obtenez une lumière. Si l'on respecte trois règles, on est sûr d'obtenir une parfaite régénération. Et c'est sur ces règles-là qu'on travaille aujourd'hui à travers les biomatériaux. Si on les respecte, on aura, comme je l'ai dit, une régénération osseuse parfaite. S'il vous plaît, fermez les micros. Alors, c'est… Pardon. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Allô? On sait que les greffons d'os autogènes, jusqu'à ces derniers temps, étaient le seul matériau à avoir ce potentiel
l'ostéo-adducteur, ostéoconducteur et créer de l'ostéogenèse. Alors, si l'on veut passer de l'autre côté et ne plus utiliser de l'os autogène, il y a deux questions qui vont se poser. La première question, c'est comment donner un pouvoir ostéo-inducteur aux biomatériaux. Ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que l'utilisation de certains produits, entre guillemets, vont permettre de de donner un pouvoir ostéo-inducteur et donc de réussir sa chirurgie et sa reconstruction. Et quel traitement faut-il donner à ce biomatériau pour qu'il ait un potentiel ostéo-inducteur? Sur cette image que vous pouvez constater, on a fait ce qu'on appelle un mélange, un sticky bone, un mélange entre le biomatériau et le sang du patient que l'on a centrifugé et qu'on a préparé. On verra après comment préparer ce matériau. Donc, à partir de là, on a… Excusez-moi, pouvez-vous couper les micros, s'il vous plaît? À partir de là, on va aller rentrer donc dans le choix du matériau que l'on va utiliser en fonction de la reconstruction, qu'elle soit maxillaire ou mandibulaire. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur l'utilisation de différents biomatériaux. Au départ, j'étais très réticent et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on pouvait remplacer définitivement l'os autogène. Mais par contre, il y a un choix à faire en fonction de la zone que l'on va greffer. Parlons rapidement de l'os autogène. Il est prélevé de deux façons, soit par un broyat osseux. Vous avez aujourd'hui des aspirations qui sont reliées à un filtre qui permettent de récupérer l'os, soit sur un os prélevé sur un site donneur, comme vous l'avez vu précédemment, sur un pariétal, sur un iliaque, sur un ulna, enfin, il y a toutes sortes de zones où on peut prélever de l'os. Et cet os, ensuite, va être utilisé comme régénérateur, entre guillemets, de la déhiscence que l'on rencontre. Bien sûr, il est issu de la même source que le site receveur et il est posé, et ça c'est fondamental, d'un squelette minéral lié à une matrice organique et une moelle osseuse. Et le fondamental, et là on va voir ce qui est vraiment intéressant, c'est que la matrice organique, elle est constituée de protéines et de collagène. Ça, on le retrouve dans tous les biomatériaux, mais aussi de BMP et de facteurs de croissance. Et c'est là l'essentiel, parce que à partir du moment où on peut rajouter des BMP et des facteurs de croissance, les facteurs de croissance que l'on va par exemple retrouver dans le sang du patient qu'on va centrifuger dans les plaquettes, à partir du moment où on peut associer à un biomatériau des BMP et des facteurs de croissance, on aura un potentiel ostéo-inducteur. Et c'est la finalité de l'utilisation de ces matériaux, de ces biomatériaux. Bien sûr, l'os autogène contient des ostéoblastes, des ostéoclastes, des ostéocytes. Ça, c'est la biologie cellulaire, tout le monde la connaît. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'os autogène, c'est un matériau vivant qui est le seul à être à la fois ostéoconducteur, ostéoinducteur et ostéogénique. Et il était bien sûr, jusqu'à ces derniers temps, et j'en étais le premier à l'utiliser, était le matériau qui permettait, le biomatériau qui permettait une reconstruction horizontale, transversale et verticale des défauts osseux maxillofaciaux et la technique la plus appropriée. Bien sûr, l'inconvénient du prélèvement d'os autogène, c'est que ça nécessite un second site opératoire. Et je vous ai parlé de simplification. Si le prélèvement est intrabuccal, la durée d'intervention et d'anesthésie locale est grandement augmentée, donc plus longue, plus lourde, plus difficile à mener à son terme que lorsqu'on utilise un biomatériau. Et le prélèvement extra-oral, le pariétal par exemple, une anesthésie générale et une hospitalisation de 3 jours minimum sont nécessaires. Donc, pour le patient, c'est une situation un peu compliquée parfois d'être hospitalisé 3 jours pour une reconstruction. Le coût est plus élevé et bien sûr, l'appréhension du patient est plus importante. Et donc, on a
on a aujourd'hui à notre disposition des biomatériaux qui sont, pour moi, aujourd'hui, lorsqu'ils sont utilisés avec une bonne technique chirurgicale et un bon choix, permettent d'obtenir la même réussite que lors de l'utilisation de l'os autogène. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer à travers la clinique. Alors, des règles fondamentales, il faut respecter les indications cliniques, il faut choisir le biomatériau en fonction du site à régénérer, il faut avoir un cahier des charges réfléchi avant l'intervention et bien sûr avoir une méthodologie chirurgicale que l'on va acquérir au fur et à mesure des années. Et bien sûr, voilà, le fondamental de cette présentation, c'est qu'à travers différents cas cliniques, je vais vous montrer qu'un bon biomatériau utilisé dans un site spécifique à reconstruire va nous permettre d'obtenir un résultat à hauteur de nos espérances. Alors, quel type de biomatériaux pouvons-nous utiliser aujourd'hui? Les allogreffes d'origine humaine, les xénogreffes d'origine animale, l'hydroxyapatite et le phosphate tricalcique, qui sont des biomatériaux synthétiques qui deviennent de plus en plus intéressants aujourd'hui. Alors, un biomatériau, pour l'European Society for Biomaterials, c'est un matériau qui est, quelle que soit sa propriété, qui est spécialement conçu pour être mis au contact du vivant. Être mis au contact du vivant, ça veut dire que ce biomatériau doit être accepté par le corps humain. Et en fait, lorsqu'on sait l'utiliser et le manipuler, il sera parfaitement accepté. Donc, à quoi servent ces biomatériaux? Ils sont utilisés d'abord pour réparer, ensuite ils sont utilisés pour restaurer, et enfin ils sont utilisés pour remplacer un tissu osseux endommagé ou malade, donc une perte osseuse, une perte d'os qu'il faut régénérer. Les biomatériaux, bien sûr, sont utilisés pour obtenir une augmentation du volume osseux suivant deux indications. S'ils sont insérés à l'intérieur d'un défaut osseux, on va parler de matériaux de comblement. Et s'ils sont en surface, on va parler de matériaux de recouvrement. Et là, l'aspect fondamental de l'utilisation de ces biomatériaux, c'est qu'en fonction du comblement ou du recouvrement, vous n'aurez jamais le même biomatériau à utiliser. Le cahier des charges d'un biomatériau, on l'a vu précédemment, c'est rétablir une fonction, être ostéoconducteur et acquérir, comme je l'ai dit précédemment, un potentiel ostéoinducteur. L'autre avantage, c'est qu'ils sont d'un moindre coût. On est toujours dans la simplification, utilisation aisée, facilitant le geste chirurgical, et stabilité lors de la pose, pérennité. On a toujours ces trois maîtres mots, simplification, reproductibilité et pérennité. Il y a deux propriétés que je considère comme fondamentales à connaître et à respecter pour que le biomatériau soit viable, c'est la résorbabilité et la géométrie du matériau. Pourquoi la résorbabilité? Parce qu'il faut que le biomatériau que l'on va utiliser, il ait la faculté qu'ont certains biomatériaux à se dégrader pour laisser progressivement la place à une imposition osseuse par le processus de substitution rampante. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le fil électrique, l'os va venir au fur et à mesure s'apposer le long du biomatériau sans nourrir ou le remplacer. La résorbabilité, c'est la structure cristalline qui définit la résorbabilité. Plus le greffon est cristallin, plus la résorption est lente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la porosité et la taille des pores influent sur la qualité de la reconstruction osseuse et ça va définir une taille de pore que l'on va dire optimale pour une cicatrisation optimale. On va rentrer un peu dans les détails parce que les chiffres sont très importants. Lorsque vous choisissez un biomatériau, il faut savoir que les trabécules osseuses ont des tailles qui varient de 20 à 100 microns. Donc, pour permettre une croissance interne de l'os dans le biomatériau, il faut que la taille des pores se situe entre 50 et 300 microns. Pour illustrer, voici les trabécules osseuses.
qui ont des tailles qui varient de 20 à 100 microns, il faut que les trabécules puissent s'insérer dans les pores qui, eux, vont avoir entre 50 et 300 microns. C'est assez technique, mais si vous prenez un biomatériau qui a une taille de pore trop fine, les trabécules osseuses ne pourront pas se former et vous n'obtiendrez pas, vous aurez un matériau inerte. C'était mon choix au départ lorsque je m'engageais à travailler sur le développement d'un nouveau biomatériau, c'était d'avoir une taille de pore qui était systématiquement entre 50 et 300 microns. Autre propriété mécanique, résistance à la compression, fondamentale. Si vous n'avez pas de résistance à la compression, votre biomatériau va partir à volo et disparaître. Résistance à la traction, résistance au cisaillement et à la torsion. On sait tous qu'un édenté reconstruit est une personne qui développe énormément de parafonctions, de mouvements pour mastiquer un peu anarchiques qui vont entraîner une torsion de son occlusion et un risque de perdre le biomatériau. Donc, il faut un biomatériau qui soit extrêmement résistant au cisaillement et à la torsion. On parlera après des grands traumatisés qui nous posent énormément de problèmes et c'est la raison pour laquelle, lorsque je choisis un biomatériau, je le choisis de manière à ce qu'il résiste à toutes les parafonctions que va développer le patient qui est édenté. Autre biomatériau, l'hydroxyapatite et le phosphate tricalcique. Alors, l'hydroxyapatite, c'est l'élément constitutionnel de l'os de l'être humain. Il est résorbable très lentement. On peut retrouver des cristaux d'hydroxyapatite 1 an après la greffe. Il a une très bonne propriété ostéoconductrice. Il possède bien sûr, parce qu'il se résorbe lentement, une très bonne résistance à la compression, et ça, c'est très important. Par contre, son ostéo-intégration est extrêmement variable. Et vous avez un autre biomatériau dont je vais vous parler en association avec l'hydroxyapatite, c'est le phosphate tricalcique. Lui, par contre, il a une résorption très rapide. Il est remplacé par le tissu osseux définitivement entre 8 et 12 mois, mais il faut savoir qu'on peut implanter bien avant. La seule forme de phosphate tricalcique qu'on utilise, nous, c'est le bêta-TCP. Bien sûr, il est ostéoconducteur, comme l'hydroxyapatite, mais il a une très grande fragilité, ce qui est un inconvénient lorsqu'on l'utilise tout seul. Et c'est la raison pour laquelle l'association bêta-TCP phosphate tricalcique est pour moi la meilleure des associations possibles. 60-40, 70-30. Aujourd'hui, le consensus varie un peu dans tous les sens, mais l'association hydroxyapatite va permettre de lutter contre la compression, puisque la résorption du phosphate, l'hydroxyapatite résiste à la compression et va associer au phosphate tricalcique, va permettre une régénération de l'ensemble, même s'il restera des cristaux d'hydroxyapatite au bout d'un certain temps. Et voilà, donc on régénère le site opératoire en associant le phosphate tricalcique et l'hydroxyapatite. Je l'ai dit comme précédemment, résistance à la compression, résistance à la traction et un module d'élasticité de même grandeur. Aujourd'hui, le ratio idéal, c'est 60% d'hydroxyapatite et 40%. Non, pardon. Le ratio qui était idéal jusqu'à ces quelques années, c'était 60% d'hydroxyapatite et 40% de phosphate tricalcique. Les chiffres changent un peu. On a tendance un peu à diminuer le volume de hydroxyapatite et d'augmenter, diminuer le pourcentage d'hydroxyapatite et d'augmenter le pourcentage de phosphate tricalcique, pour la simple et bonne raison qu'en utilisant ce qu'on appelle des vis d'espacement, on arrive à lutter contre la compression et la résorption rapide du phosphate tricalcique. Les autres biomatériaux, les xénogreffes et les allogreffes. Alors, parlons un peu des xénogreffes d'origine animale avec lesquels on peut faire des bone chips, comme vous avez en haut à gauche, des blocs ou de la poudre finement préparée. Le greffon d'origine xénographique est prélevé sur un individu d'une autre espèce. Il est bien sûr
traité pour être rendu acceptable par le corps humain et il est inséré dans le site à combler. Il est constitué d'hydroxyapatite d'origine naturelle et ça, vous allez voir que c'est fondamental. C'est un matériau qui est ostéoconducteur et qui a une porosité qui est proche de celle du tissu osseux. Sa résorption est bien sûr beaucoup plus lente que l'oncotogène et on se heurte souvent lorsqu'on parle de biomatériaux d'origine animale parce que ça peut être bovin, équin, porcin. Et bien sûr, on sait que d'un point de vue éthique ou religieux, nombre de patients refusent qu'on utilise un biomatériau d'origine animale. L'allogreffe d'origine humaine, prélevée sur une tête fémorale lorsqu'on fait une PTH, une prothèse totale de hanche, on va récupérer cette tête fémorale, on va la traiter et on va en faire des lames, des blocs ou des bone chips ou de la poudre. Il est prélevé sur un individu de la même espèce et inséré dans le site à combler, comme on l'a vu précédemment. Et en fait, l'allogreffe osseuse est un greffon d'origine humaine qui va permettre de transférer un tissu d'un donneur vers un receveur, mais qui n'appartient pas à la même espèce, mais n'ayant pas le même code génétique. Alors, c'est très intéressant. Il existe deux types d'allogreffe, le déminéralisé et le non déminéralisé, FDBA ou DFDBA. Eh bien, il faut savoir que la déminéralisation de l'os cortical va augmenter le potentiel ostéogénique en exposant les BMP. Et on a vu précédemment que pour se rapprocher le plus possible de l'os autogène, il fallait des BMP et des facteurs de croissance. Avec la déminéralisation de l'os cortical, on va retrouver les BMP et en l'associant, je donne déjà quelques recettes pour réussir sa chirurgie, en l'associant à des facteurs de croissance prélevés lors d'une centrifugation du sang du patient, on va y ajouter les facteurs de croissance issus des plaquettes et on obtiendra un greffon qui va devenir ostéo-inducteur. Bien sûr, on a une disponibilité permanente des greffons, il est ostéo-inducteur, on n'a pas d'intervention supplémentaire et encore une fois, on réduit le temps chirurgical et de l'anesthésie. Le coût est plus élevé par rapport à un os autogène. La formation est beaucoup plus lente, puisqu'on l'a dit, ils ne sont que ostéoconducteurs lorsqu'ils sont utilisés seuls. Et on a aussi les réticences des patients par rapport au fait qu'on va prendre de l'os sur un autre être humain. Et parfois, il y a des refus du choix de biomatériaux. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet à travers mon activité chirurgicale. Et la question, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà mon activité en 90. J'ai posé mon premier implant en 87. J'ai commencé la reconstruction en 90 parce que je me heurtais à des problèmes de défauts osseux que je voulais absolument combler pour complémentariser mon activité d'implantologue. Mais je faisais 98% d'os autogène, voire même 100%, et 2% de biomatériaux. Et puis, à partir des années 2000, j'ai rencontré nombre de fabricants qui m'ont demandé et m'ont permis de faire des tests sur les biomatériaux avec plus de bonheur que moi, je dois le reconnaître, parce que j'ai très vite choisi les biomatériaux les plus intéressants. Et je ne citerai pas ceux que je n'ai pas utilisés, mais que je n'ai pas conservés, mais la majorité évoluait très favorablement. Et puis, à partir de 2010, très peu d'os autogènes, beaucoup de biomatériaux, pour arriver en 2020 à 5% d'os autogènes et 95% de biomatériaux. Alors, je vais me heurter un peu à tous les praticiens qui ont la même activité que moi, qui prélèvent des greffons à longueur de temps. J'en ai fait beaucoup. Les suites sont parfois pénibles pour le patient. Et vous allez avoir l'impression que je me répète, mais j'arrive aujourd'hui à avoir des résultats qui sont similaires, je dis bien similaires,
aux résultats que j'obtenais lorsque j'utilisais de l'os autogène. Donc, je sais qu'aujourd'hui, et je vais essayer de vous le démontrer, je sais qu'aujourd'hui, on peut réussir sa chirurgie avec des biomatériaux. Et on va respecter simplification, reproductibilité et pérennité. Voilà, 2022, aujourd'hui, ben, je n'utilise pratiquement que des biomatériaux. Alors, passons aux applications cliniques et le choix du biomatériau en fonction du site à greffer. Je voudrais qu'on parle avant vous savez, je fais beaucoup de coaching chirurgical et je suis extrêmement dur, entre guillemets, avec les incisions et les sutures que je transmets, que je transmets aux praticiens qui veulent apprendre à faire de la chirurgie. Pourquoi? Parce que ce sont deux fondamentaux de la chirurgie osseuse. La chirurgie osseuse, remplir, c'est facile. Bien inciser et bien suturer, c'est le fondamental. Et si vous incisez proprement et que vous suturez de manière étanche, sans qu'il y ait de tension, de traction au niveau de vos tissus, ben vous n'aurez jamais de problème. Et malheureusement, je reçois beaucoup de cas où il y a eu des soucis. La greffe est parfaite, mais elle a été exposée parce que l'incision n'est pas propre ou les sutures ne sont pas étanches. Et je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. La gestion des tissus mous, elle est primordiale en implantologie. On sait que notre chirurgie va débuter par des incisions et se clôturer par des sutures. Il faut respecter les tracés d'incision en fonction du biotype que vous allez rencontrer et de la chirurgie envisagée. Si le biotype est très bon, on va faire ce type d'incision. Si le biotype est moins bon, on va aller faire ce type d'incision pour éviter d'avoir une perte de la gencive au niveau des dents adjacentes. Et si le biotype est très mauvais, on va s'éloigner au maximum des dents adjacentes en faisant ce type d'incision. Et de même, pour une édentation totale, je vous la montre, mais je la réalise jamais. Voilà l'incision que je réalise souvent, ce qu'on appelle le livre ouvert. C'est ce que j'explique quand je donne des cours du coaching de chirurgie. Vous faites une incision arciforme et une incision médiane et vous ouvrez le livre. Et là, vous voyez parfaitement votre os et vous allez être sûr d'être exactement à l'endroit où vous voulez être pour poser votre implant et pour régénérer. Et si on veut faire des greffes sinusiennes ou autres, on fera des décharges ou si on veut faire des appositions, on fera ce type de décharge. Les sutures, fondamentales. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la chirurgie. C'est le dernier temps opératoire et c'est capital pour la pérennité. C'est aussi le moment où le praticien et le patient commencent à en avoir un peu ras la casquette. Le patient commence à souffrir, le praticien est fatigué. C'est là où il faut gérer au maximum son attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, très souvent, avant de suturer, je pose mes instruments, je respire un bon coup et je repars à la guerre, comme on dit, pour bien suturer. Donc, il faut avoir une attention particulière pour ce dernier acte. Car l'objectif des sutures, c'est rapprocher, mais surtout immobiliser les berges de la plaie. Assurer la protection mécanique et biologique, bien sûr, des sites opératoires et prévenir l'hémorragie en maintenant le caillot in situ. Alors, l'objectif des sutures, c'est aussi de positionner les tissus à l'endroit souhaité. Et moi, systématiquement, lorsque je suture, je commence soit par le fond, soit par le devant, mais je ne vais pas de manière linéaire. Si j'ai commencé devant, je vais faire un point au fond, puis je refais un point devant, puis je refais un point au fond. Pourquoi? Parce que si vous partez mal dès le départ, quand vous arrivez au bout, eh bien, votre lambeau il est complètement décalé par rapport à la coaptation des berges. Donc, c'est pour ça que je positionne les tissus, je fais un point devant, un point derrière, un point devant, un point derrière, ou un point derrière, un point devant, un point derrière, un point devant. L'objectif, ça veut aussi d'éviter la contamination de la plaie,
Bien sûr, d'immobiliser les greffons ou la membrane et réduire la fuite de biomatériaux. Quel type de suture allons-nous réaliser? Pour moi, le plus souvent, elles sont discontinues, c'est-à-dire que ce sont des points séparés. Nombre de praticiens sont amoureux des surgés, qui est un point, une suture continue. J'en fais très rarement parce que je considère que les points discontinus me permettent de parfaitement me placer. Et le point que j'utilise le plus, c'est le point en haut, qui est un aller-retour avec 3 nœuds, un aller, un retour et un aller. Voici le type de point simple en haut. Et lorsque l'on fait une greffe, il faut absolument réaliser ces points qu'on appelle les points de Blardonati d'origine maxillo, qui consistent à faire un aller-retour et qui vont rapprocher les berges en cathédrale. Donc, on va aller très loin, on va très bas, pardon, dans le lambeau, on va rapprocher les berges en cathédrale. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'œdème va se résorber, les berges vont rester coaptées. Si vous suturez comme ça, sans point de Blardonati, une fois que l'œdème sera en place, les lambeaux vont se séparer. Donc l'aiguille passe en 2 fois, la première comme un point simple et la deuxième en retour en prenant le bord libre. En clair, on va rentrer à l'intérieur du lambeau, sortir à l'extérieur de l'autre lambeau, rentrer à l'intérieur du deuxième lambeau et ressortir à l'extérieur. Et on va. Alors, un autre point qui est fondamental, c'est il faut. Je voulais voir ce que l'exclamation de coup, là. Il faut donner vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Il faut donner à votre lambeau une grande laxité. Ne cherchez jamais, après avoir greffé, à fermer directement votre site. Pourquoi? Parce que vous avez augmenté le volume de votre site. Donc, vous avez éloigné les berges. Vous allez les suturer en tension, vous aurez systématiquement une operculisation. Systématiquement. C'est la raison pour laquelle il faut savoir travailler son lambeau. Et moi, je pars parfois de très loin, mais je prends mon temps. Je sais qu'il y a des suites post-opératoires lorsqu'on fait ça, mais lorsqu'on scarifie ou qu'on fait un soft brushing, on va voir en quoi ça consiste. Mais je veux que mes lambeaux se recouvrent avant de les suturer. Et quand on les recouvre et qu'on les suture en Blardonati, ce recouvrement va devenir ce point en cathédrale qui va ensuite rester coapté. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Il faut, vous voyez, je tire sur mon lambeau, une fois que je l'ai scarifié ou que j'ai fait mon soft brushing, je tire sur mon lambeau pour qu'il recouvre le lambeau palatin. Le lambeau vestibulaire recouvre le lambeau palatin et lorsqu'on suture, on a 0 tension au niveau du site. Voilà ce qui risque d'arriver. L'opercalisation du site entraîne malheureusement dans la majorité des cas une perte de la greffe. Alors là, ce cas-là, c'est un acteur de théâtre qui a vécu l'enfer. Il y a tous les défauts de la terre dans ce cas-là. La greffe est partie, la gencive s'est rétractée, l'os vestibulaire a disparu, l'implant est posé de manière trop basse, bon, trop haute par rapport aux dents adjacentes, mais ça, c'est malheureusement la conséquence. Il existe donc 2 techniques pour augmenter le volume des lambeaux et parfaitement recouvrir le site. La première, c'est le soft brushing, qui consiste à gratter les fibres du périoste et les dilater pour que le lambeau prenne de plus en plus de volume, de longueur. Ça marche extrêmement bien. Une autre technique qui consiste à scarifier le périoste, faire une petite incision. Alors, la scarification, ce n'est pas du gribouillage. À partir du moment où vous scarifiez, vous allez couper les vaisseaux, entre guillemets, du périoste. La vascularisation, pardon. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je ne fais qu'une seule incision. Il ne faut surtout pas en faire en hachurant, parce que là, vous perdez toute la vascularisation du périoste et le lambeau en subira les conséquences.
Voilà, donc on peut faire bien sûr les deux, soft brushing et scarification après avoir posé un greffon. Et on aura un recouvrement parfait du site. Voilà, voici le cas. Voici un cas. Vous voyez, on est très loin et on finit par être parfaitement coapté avec des points de Blur Donati, comme vous voyez sur la flèche violette, et des sutures en haut, comme vous voyez sur les flèches. D'accord. Alors, parlons d'application chirurgicale et du choix du biomatériau en fonction de la greffe à réaliser. Plusieurs cas dont je vais vous parler, la greffe sous-sinusienne par voie latérale, la greffe sous-sinusienne par voie crestale. Alors, on va les développer au fur et à mesure. La greffe sous-sinusienne par voie latérale qui a été la panacée pendant de très nombreuses années, qui consiste à faire un volet sur la face externe du maxillaire. Tout le monde connaît cette technique. Et avec pose ou non pose de l'implant. Si on a un os résiduel inférieur à 3 mm, il est conseillé plutôt de différer la pose de l'implant. Si on a un os résiduel de 3 mm ou plus, on peut poser systématiquement l'implant, on peut simultanément l'implant. Alors, quel biomatériau utiliser dans ces cas-là? Il y a un point qui est fondamental lorsque vous faites une greffe sous-sinusienne. Le sinus a une pression. Cette pression, elle est très importante. Et, entre guillemets, il m'est arrivé plus d'une fois de découvrir avec effroi, si vous voulez, que l'os avait pratiquement disparu parce que le patient ou la patiente, moi j'ai des gens qui viennent un peu partout, et je me souviens d'un groupe de Français qui venaient du Kazakhstan où ils travaillaient sur un système de pétrolier ou je ne sais quelle autre structure, et ils ne pouvaient pas être libres avant 6 mois, 9 mois, 1 an. Et certains des patients que j'avais greffés, à l'époque, je mettais des biomates qui ne conservaient pas un volume important et l'os s'était complètement résorbé. Voilà pourquoi il faut chercher absolument à lutter contre la résorption. Et c'est la raison pour laquelle j'associe dans les sinus que je réalise une association avec de l'os allographique et de l'os xénographique. Pourquoi? Parce que je vais utiliser le potentiel régénérateur de l'os humain et l'hydroxyapatite de l'os animal pour la stabilité et comme un mainteneur d'espace. On peut aussi, comme je l'ai dit précédemment, utiliser un biomatériau du type ostéocynthe, qui est un biomatériau qui est constitué d'un mélange d'hydroxyapatite et de bêta-TCP 60-40, et qui est donc un matériau qui va permettre d'avoir une bonne régénération par le bêta-TCP et une résistance à la compression par l'hydroxyapatite. Un exemple, patiente qui se présente au cabinet avec des sinus procidents et une absence de dents dans les secteurs. Voilà, donc on constate qu'il n'y a plus d'os, il n'y a même pas 3 mm, donc ce sont des cas où il faut régénérer et ensuite poser, et surtout maintenir l'espace. Bon, il y a aussi un problème d'absence d'épaisseur sur les dents, les secteurs 12, 13 et 23. Donc, on va faire une greffe d'imposition et un sinus lift associé. Voilà, donc le cone beam montre bien les déhiscences. Donc, petite greffe d'imposition et sinus lift associé. On va mettre 7 implants, 4 d'un côté et 3 de l'autre. Voici le cas après cicatrisation. L'avantage d'avoir mis une association de biomatériaux avec de l'hydroxyapatite et de bêta-TCP ou avec de l'os allographique et de l'os xélographique va permettre de maintenir l'espace. Numérique. Mon collaborateur réalise très bien ce genre de prothèse. On fait un mock-up virtuel et on pose les couronnes en céramique transvissées. On voit que la gencive au départ est bien formatée, mais après les papilles se reforment au fur et à mesure. La greffe sous-sinusienne par voie crestale ou avec ou sans apport. Alors, dans mon exercice, je faisais pratiquement 4, 5, 6, 8, 10 sinus lifts par semaine. Aujourd'hui, je n'en fais pratiquement plus, même si je viens d'en faire un aujourd'hui, parce que les techniques de Somers
qui consiste à faire une greffe sinusienne par voie crestale, est aujourd'hui tellement bien maîtrisée qu'elle permet d'avoir des taux de réussite exceptionnels. Alors, à partir du moment où on a une hauteur résiduelle minimale supérieure à 5 ou 6 mm et une largeur alvéolaire minimale de 4 mm, on va faire une Summers sans apport osseux. Parce qu'on va passer à 8 mm, on n'a que 2 mm à gagner et vous allez comprendre pourquoi. L'os va être que lorsque vous allez forer pour placer votre implant, les forets que vous allez utiliser vont pousser l'os à l'intérieur du sinus et vous allez gagner un maximum de hauteur. Un maximum de volume, pardon. Par contre, donc ça, c'est la technique à proprement parler. Par contre, si vous avez une hauteur osseuse résiduelle minimale ou égale à 3 à 5 mm et une largeur alvéolaire minimale ou requise supérieure ou égale à 5 mm, là, par contre, moi, je considère qu'il faut mettre du greffon. Lorsque j'étais jeune praticien et que je suis allé à l'hôpital pour apprendre mon métier au niveau de la chirurgie, mes maîtres à moi me disaient « la nature a horreur du vide ». Et lorsque vous voulez passer de 3 mm à 8 mm, par exemple, eh ben, vous devez rajouter un greffon parce que l'os que vous allez pousser ne sera pas suffisant pour bien recouvrir les parois de l'implant. Donc, dans ces cas-là, on rentre dans le sinus et on va rajouter un biomatériau et on aura ce type de résultat. Alors, il y a deux types de forêts aujourd'hui que j'utilise pour réaliser mes Summers. Les forêts Densa de chez Versa qui viennent des États-Unis, qui sont des forêts qui tournent dans le sens anti-rotationnel, dans le sens inverse des aiguilles de montre, et les forêts coréens ANAM qui tournent, eux, dans le sens toujours rotationnel. Et je dois dire qu'ils ont tous les deux la même efficacité et nous permettent d'obtenir ce type de résultat. Voilà, après extraction et avec apport osseux, voici, on va revenir un peu en arrière, le cas. Voilà, attendez, excusez-moi, on revient en arrière pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on a une absence d'os, on va, dans ce cas-là, dans le cas à gauche, rajouter de l'os, et en bas, juste vous le pousser. Une perte un échec. Là, voici le cas d'une patiente qui m'est adressée avec un échec. Attendez, je reviens en arrière. Je voudrais revenir en arrière. Je voudrais juste vous montrer. Pardon. Voilà. Voilà, un échec. On dépose l'implant et on va le mettre dans une autre position. Et on a rempli le sinus avec du greffon. Ou dans un cas de perte de substance après extraction, et on va faire un apport osseux qui va nous permettre de placer notre implant. Un autre cas avec apport osseux, vous pouvez constater en haut à gauche la petite pseudocorticale sinusienne qui s'est déplacée. Ça, c'est la meilleure des situations. Et puis, reprise de greffe à droite avec apport osseux et sans apport osseux à gauche. Vous voyez, en fonction du volume que j'ai à réaliser, je rajoute ou je ne rajoute pas de l'os. Donc, élévation du plancher. Alors, voici un cas très précis. C'est une patiente à qui je dois remplacer 2 dents postérieures. On peut constater que je n'ai pas mis d'os. Vous voyez, j'ai très peu à gagner, 2 mm, donc je n'ai pas besoin de mettre d'os. Je pousse l'os résiduel et on voit une petite néoformation d'os autour de l'implant. L'intérêt aussi des forêts dont je vous parle, c'est qu'ils permettent une condensation de l'os lors de la pose. Voici le cas en icono. J'ai mis des iphysio, ce sont des vis qu'on utilise qui ne s'enlèvent plus et qui permettent de formater la gencive. Voici la cicatrisation. Et on prend une empreinte numérique, un mock-up, on enlève les vis. Voici la forme de la gencive que l'on obtient. On va placer nos 2 couronnes et le cas est terminé. On a un résultat à la hauteur de nos espérances et celle du patient. Avec apport osseux,
Alors oui, excusez-moi, j'ai passé un petit peu vite. Je voulais qu'on parle un peu de l'intérêt lorsque l'on va mettre de l'os. Attendez, excusez-moi. Je voudrais revenir en arrière. Pour qu'on en parle. Alors, lorsque l'on va faire une greffe sous-sinusale avec abord crestal et apport osseux, il y a un point qui est fondamental dont je parle systématiquement lorsque je fais des cours sur les Summers, c'est que c'est une chirurgie qui est à l'aveugle. Chirurgie à l'aveugle, ça veut dire qu'on ne sait pas si on a lésé ou pas la membrane. Alors, si on utilise le bon biomatériau, on n'aura pas de problème avec des conséquences un peu graves. C'est-à-dire qu'en fait, si on il faut utiliser un biomatériau avec une faible granulométrie, de manière à ce que ce matériau puisse être évacué par l'ostium, qui est un trou qui permet aux fosses nasales et à l'arrière-gorge de communiquer avec les sinus, et ce matériau va pouvoir s'évacuer. Si vous prenez des bone chips, des gros morceaux d'os, vous allez boucher l'ostium et là, vous aurez d'énormes problèmes. Donc, voilà pourquoi on peut choisir un peu de type Putty, qui ne dépassera pas 300 microns, qui est injectable en seringue et qui va permettre de le compacter pour réussir sa chirurgie. Alors, voici le cas à proprement parler. C'est un patient à qui j'ai fait un sinus lift à gauche. J'avais que 2 mm ou 3 mm. Il n'a pas vraiment apprécié. Les suites n'étaient pas terribles. Et lorsqu'il a fallu implanter l'autre côté, il m'a dit, vous n'avez pas une technique plus simple. J'ai fait une technique de Somers avec un apport osseux. Et on va regarder le scanner. Voici le cas initial. 5,70. J'ai mis un 8. Et j'ai rajouté un petit peu de greffon. Voilà ce que l'on obtient lorsqu'on pousse le matériau exogène. Voici le cas à proprement parler avec injection du Putty. Et on a réalisé, mon collaborateur a réalisé ensuite la prothèse définitive, pilier et couronne en place. Voilà, ça devient très simple. Alors, le comblement périimplantaire. Le comblement périimplantaire, c'est souvent un matériau qui doit être parfaitement stable parce que on a vu trop souvent ce biomatériau complètement stable. Dans les concepts actuels, comme je le précise là, il est fondamental de placer chaque fois que c'est possible l'implant en même temps que la greffe. Et ça, c'est un concept que j'ai eu du mal à accepter pendant longtemps parce que on avait comme philosophie transmise par le professeur Bradmark et par mes maîtres à l'hôpital, d'attendre la cicatrisation effective. Mais l'attente de la cicatrisation effective, elle s'associe à une résorption et ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'évolution de la surface des implants, l'état de surface et de la préparation. Aujourd'hui, les spires sont extrêmement stables et agressives et on peut accrocher un implant avec 3 mm d'os résiduel. C'est pour ça que dans de très nombreux cas, j'extrais et je mets l'implant et la greffe en même temps. Voilà, donc, et je ne remplis l'alvéole. Alors, il y a cette question qui revient systématiquement. Que faire du hiatus qui existe entre le bord externe de l'implant et le bord interne de l'alvéole? Eh bien, je ne le remplis qu'à partir du moment où j'ai plus d'1 millimètre d'espace. Sinon, les cellules hématopoïétiques du sang qui vont se transformer en ostéoblastes recréeront l'os nécessaire. Plus d'1 millimètre, je greffe. Plus, il est fondamental pour avoir un résultat esthétique de conserver les papilles. Et pour les conserver, eh ben, nous allons essayer de placer un biomatériau qui n'a pas besoin d'une traction à la suture qui ferait disparaître les papilles. On met l'implant et on met un petit biomat. Et il y a un matériau de choix aujourd'hui pour ce genre de cas, c'est le Guidor de chez EasyGraft. Pourquoi? Parce que ce biomatériau, on va lui mélanger avec un stabilisateur, un Putty, et il ne va plus bouger
et être remplacé par les cellules hématopoïétiques à vitesse grand V. Ce matériau, c'est un durcisseur et on garde une parfaite stabilité. Et lorsque l'on veut éviter de recouvrir sans perdre de matériaux, et on a intérêt, et vous voyez la petite seringue, elle est accompagnée d'un catalyseur. On a intérêt à avoir un matériau qui crée une petite membrane, un biotype qui va venir recouvrir le matériau pour éviter qu'il se délitère. Et voici une patiente qui vient du Maroc qui malheureusement a une incisive centrale à extraire. Donc j'ai extrait et j'ai posé l'implant. Voici la planification implantaire. Et voici le cas pour en parler. Vous voyez, j'ai posé mon greffon et je n'ai pas refermé la plaie. Et lorsqu'il y a cicatrisation, vous allez constater que les papilles sont restées intactes. Ça, c'est le provisoire. Elle habite au Maroc. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, mais c'est un provisoire longue durée. Et elle va très, très bien. Vous voyez, les papilles se sont parfaitement reformées. Autre matériau qu'on peut utiliser, c'est l'ostéocyte, qui donne exactement les mêmes résultats pour une extraction implantation immédiate. On va le placer et là, on va parler justement d'un cas très intéressant où la patiente a perdu une première incisive mandibulaire et qui souhaite remplacer toutes les incisives. Et là, on va rentrer dans ce dont je vais vous parler après, qui aujourd'hui pour moi est une révolution, ce sont les mini-implants. Si l'on fait une greffe dans ce cas-là et qu'on ne stabilise pas sa greffe, on est sûr de perdre un grand volume d'os. Et j'ai beaucoup de cas que je peux vous montrer où je galère parce que je suis obligé de rajouter plusieurs chirurgies. Et je ne suis pas le seul. Nombre de mes confrères ont aussi le même problème parce que la fonte est importante. Donc là, j'ai mis 2 mini-implants. On va passer rapidement. Vous voyez, il y a des infections, donc elles sont à extraire. Voici le cas initial. Elle vient chez moi, elle me dit non, mais moi, je veux quelque chose de plus esthétique. Je lui propose d'extraire, de mettre 2 mini-implants et de mettre un biomat sans fermer complètement. Et voici le résultat. On ne le voit pas vraiment, mais là, on ne le voit plus mieux. Pardon. On a conservé les papilles et ça va nous permettre après d'avoir un résultat esthétique. Le ball splitting. Alors, ball splitting, c'est une technique chirurgicale qui consiste à créer une tranchée dans l'os lorsqu'il est trop fin, 2 tranchées verticales et éventuellement une ostéotomie apicale que je ne fais plus maintenant, qui va permettre d'écarter l'os pour recréer une bonne largeur. Mais il faut, dans très nombreux cas, combler cette fracture. Et pour la combler, on va voir quel biomatériau on peut utiliser. L'avantage de ce bone splitting, c'est qu'aujourd'hui, avec les forêts qui font des expansions, que ce soit les forêts d'Ensa dont on a parlé avant ou Naemen, on va pouvoir écarter l'os sans le fracturer. Et ça, c'est très important. Sans le fracturer au niveau, sans bien sûr, on va le fracturer, mais sans le dissocier du site receveur. Et on va donc faire notre expansion. Voilà. Et vous allez voir un cas très précis. C'est ce cas. La patiente, regardez, la patiente a une grosse dépression et elle me demande si je peux remplacer l'implant. J'ai passé un implant à la place de cet aspect inesthétique, on le verra après. Là, j'ai 2 options. Soit je fais une apposition, bloc ou poudre, soit si j'ai assez de largeur, je fais un bone splitting. Voilà la largeur. Vous voyez, mon implant sort à l'extérieur de la corticale. Donc, voici le cas. Vous voyez la finesse. J'ouvre. Je passe une piezo qui va créer une tranchée. Je m'arrête à 1 mm des dents adjacentes. Et je fais donc ma tranchée. Pardon. Et à partir de là, j'utilise des forêts expandeurs qui vont
et écarter l'os et l'éloigner. Et voilà, le trou est pratiquement réalisé. Je pose l'implant. Alors, vous pouvez constater qu'il y a des micro-fractures. Pour moi, c'est du bonheur. Ce sont mes maîtres en maxillo qui m'ont appris. Plus il y a de fractures, plus il y a de régénération. Et plus il y a de régénération, mieux l'os, plus on a un néo-os. Et moi, en plus de ça, j'utilise ce qu'on appelle, je prends ceinture et bretelles, c'est-à-dire que j'ai écarté mon os, mais je vais le protéger parce que la corticale vestibulaire est extrêmement fine, avec par exemple de l'ostéobiol, qui est un matériau qui va durcir au contact du site où il va être posé. Là, je le mets en place. Scarification. Pardon. Voilà, je place une membrane pour protéger mon greffon et je scarifie pour pouvoir fermer parfaitement. Voici le cas avant, voici le cas cicatrisé et au niveau. Voilà lorsque le cas est terminé. La greffe d'apposition avec bloc osseux. Alors, je vais vous parler de greffe simple et de greffe en onlay, mais que je ne fais plus. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on utilise des biomatériaux, lorsque vous allez recevoir, si vous voulez mettre une lamelle osseuse, lorsque vous allez recevoir une lamelle osseuse corticale de chez Phoenix, par exemple, ne placez jamais directement cette lame au contact du site receveur. Pourquoi? Parce que le spongieux que vous avez en dessous n'a aucune valeur. C'est un D4+. Donc, vous n'aurez aucune bonne régénération. Moi, j'enlève systématiquement le spongieux, je le compacte contre le site et je mets ensuite la lame par-dessus. Et là, on est sûr. Et en plus, ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute des BMP qui existent, qui sont vendus par Phoenix, qui vont permettre, lorsqu'on associe les BMP, l'os en bloc, en bloc, et les facteurs de croissance, on va avoir cette ostéoconduction et cette ostéo-induction dont on a vraiment besoin. Voici un cas avec une dépression importante, impossibilité de poser les implants. Alors là, il est très compliqué de faire un beau splitting, par exemple. C'est pour ça que là, dans ce cas-là, j'opte pour une imposition. Voici le cas avec les greffons mis en place. Vous voyez, l'ensemble est vissé. J'ai retiré, je vais revenir en arrière, pardon, j'ai retiré le spongieux du bloc et je l'ai compacté contre le site receveur. Empreinte, couronne en place, provisoire et couronne en place. Voilà, on a réussi en fait à régénérer le site de manière à obtenir ce qui est fondamental, cette convexité qui trouble les patients lorsqu'ils ne l'ont pas. Vous savez, vous pouvez faire la plus belle des chirurgies implantaires. Si vous avez cette concavité à la fin, le patient va avoir ça et il va être déçu alors que vous avez fait une super chirurgie. C'est pour ça que systématiquement, je greffe en surcontouring, ce qu'on appelle le surcontouring, j'en mets plus que de nécessaire pour obtenir ce type de résultat. La greffe d'apposition avec un broyat osseux, au lieu d'utiliser un bloc, c'est une technique que j'aime beaucoup, mais qui demande de respecter des points très importants. Le tenting, par exemple, mettre des vis d'espacement pour éviter que tous les mouvements de phonation, de mastication viennent écraser le greffon. Voici un autre cas de tenting, mis au point par un chirurgien américain, qui permet en fait d'utiliser la tête de vis qui est rotationnelle et de stabiliser le greffon. Et voici maintenant une autre vis d'espacement que moi j'apprécie énormément, qui vient aussi de Corée. Je travaille beaucoup avec le matériel coréen. Je trouve ces gens extrêmement intéressants, avec des idées très innovantes et qui sont extrêmement réactifs et très dans le développement. Voilà, et donc j'utilise ce genre de vis d'espacement. Et bien sûr, pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, j'associe très souvent l'os corticospongieux avec un os cortical déminéralisé qui contient des BMP.
toujours la même formule. Os corticospongieux, BMP, facteur de croissance issu des plaquettes à partir du sang centrifugé. Et voici ce que l'on peut réaliser dans ces cas-là. Un patient avec un énorme déficit devant. Ce sont malheureusement des cas. Ça, c'est une chirurgie qui a été très bien menée par le praticien qui m'adresse le cas à rattraper. Et voici ce que l'on réalise. Donc là, on a mis. Alors, il faut savoir que là, beaucoup de vis pour tenir l'ensemble. Et je place ensuite les implants, guide chirurgical, mise en place des implants, et voici le cas terminé. Alors, je vais aller dans un domaine qui est pour moi aujourd'hui révolutionnaire et extrêmement intéressant. Parce que jusqu'à présent, quand on voulait gagner un gain horizontal, on prenait soit des billes d'espacement associées à une membrane renforcée ou non, fixée avec des pins ou suturée, soit un greffon fabriqué sur mesure, soit une distraction osseuse. Le problème, c'est que ces techniques-là donnaient souvent une operculisation, patient qui m'a été adressé, ou une pseudarthrose. La pseudarthrose étant l'interposition d'un tissu fibreux entre le site receveur et le greffon, et qui voue à l'échec la chirurgie. C'est la raison pour laquelle je travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle la lame osseuse malléable, qui est une lame constituée de corticales, qui peut être d'origine équine ou d'origine humaine, et qui peut s'hydrater pour épouser la forme de la zone que l'on va reconstituer. Et un peu comme du caoutchouc dur, et on peut la placer comme on désire. Et voici un cas où j'ai fait encore un cas de récupération. La patiente vient avec un implant placé beaucoup trop haut, totalement inesthétique. Et j'enlève l'implant et je reconstruis avec une lame osseuse. Je pose l'implant et vous allez constater, voici le cas au départ. L'implant est bien, il est intégré, mais il est trop haut, donc esthétiquement, c'est ingérable. Donc, j'ai enlevé l'implant. Voici la perte que j'ai eue. Et voici après la cicatrisation. J'ai extrait. Et voici le résultat que nous obtenons lorsqu'on met une lame osseuse. Chirurgicalement, voilà. Donc, aujourd'hui, placer l'implant qui était extrêmement haut par rapport à la jonction amélo-sémentaire des dents adjacentes et maintenant tout près de cette jonction amélo-sémentaire. On est passé de ce type de provisoire à ce type de provisoire. Donc, je ne suis pas encore parfaitement satisfait du résultat. Je pense qu'il manque là un petit greffon de conjonctif que je vais essayer de placer. La patiente est très réticente, les chirurgies ont été un petit peu compliquées. Donc, cette petite concavité me dérange et j'aimerais éventuellement la contrecarrer. Une autre boîte fait aussi des lamelles d'os cortical, mais d'origine humaine, c'est Novomedix. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette lamelle. Elle est malléable et c'est une belle alternative au greffe autologue avant la pose d'implant. Voici un cas d'un patient à réhabiliter complètement. Et voici la lame osseuse lorsqu'elle est en place. Vous voyez qu'au départ, on a un gros déficit osseux dans le secteur antérieur. Grosse concavité, bon splitting impossible. On a placé la lame osseuse. Et vous voyez, il y a encore des reliquats de la lame ici parce qu'elle a tendance un peu à disparaître. Voici le cas avant, voici le cas après. Sur contouring, ça ne me dérange pas. Voilà l'incision. Je perfore mon os et je mets des vis d'espacement. Je mets le greffon et je replace la membrane par-dessus qui est comme un morceau de caoutchouc dur. Suture après scarification. Et voici la prothèse en place, le temps de la cicatrisation. Alors, on a vu toutes sortes de greffes extrêmement intéressantes, mais comment aujourd'hui protéger les greffes et les implants que l'on va placer? Alors, nombre de praticiens font de la mise en charge immédiate. C'est très beau,
c'est même magnifique quand ça marche bien, mais quand ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Moi, j'ai plutôt tendance à placer mes implants avec mes greffes et attendre une ostéo-intégration. Et j'ai découvert ces derniers temps qu'en utilisant des mini-implants, je pouvais soutenir la prothèse et éviter qu'elle vienne écraser à la fois la greffe et les implants. C'est la raison pour laquelle j'utilise ce type de mini-implants de diamètre 2,4 qui me permettent de pliper la prothèse et d'éviter qu'elle vienne s'écraser sur le site régénéré par la greffe ou les implants. Donc, on sait que l'éradication au départ, je vais passer, c'était pour placer des 4 implants et stabiliser une prothèse chez des vieilles personnes. Mais moi, j'ai trouvé aujourd'hui un intérêt fondamental à les utiliser dans le domaine de la reconstruction. Mini-forage, stabilité, pièces adaptées de 3 tailles différentes en fonction de la hauteur de la DV que vous avez obtenue, un joint torique pour tenir l'ensemble, possibilité après même d'utiliser des pièces qui vont venir se clipper sur la boule, la tête boule, et qui vont permettre de faire la prothèse. Et voici un extrêmement intéressant, c'est celui pour lequel j'ai utilisé la lame osseuse. Après la greffe, je voulais absolument éviter que celle-ci s'effondre et j'ai placé des mini-vis pour protéger cette greffe. Voici les mini-vis avec la greffe. Et la prothèse est en place. Alors, au départ, je ne mets pas les boutons, les parties femelles des boutons pression. Je mets un soft liner qui va servir un petit peu de clip pour tenir. Et ensuite, je remplace par les parties femelles. Autre cas extrêmement intéressant, patient à qui on a posé ces bridges en haut et bas dans un centre et qui revient 3 mois après avec des infections partout, comme vous pouvez le constater. J'extrais une partie, je garde les dents que je peux conserver dans un premier temps. Cône bim, on voit qu'il y a des défauts partout, de la greffe à mettre à peu près partout. Voici ce que j'ai fait. J'ai posé mes implants et j'ai placé des mini-implants un peu comme je pouvais pour stabiliser sa prothèse. Voici le cas. Donc, on voit bien au-dessus que les mini-implants sont parfaitement intégrés. Et l'avantage, c'est quand je remets la prothèse par-dessus, je n'ai pas de pression sur toutes les zones que j'ai greffées. Alors, je fais une petite parenthèse. Je fais des cours au cabinet avec des chirurgiens en direct sur ces mini-implants. Pour ceux que ça intéresse, je fais un cours le 10 novembre sur ces mini-implants. Et ayant le Calliope, ces formations sont validantes et sont remboursées par l'OPCO et tout autre organisme. Alors, en conclusion, on va discuter un peu et on va faire une petite parenthèse au sujet des greffes osseuses. On sait aujourd'hui qu'il est fondamental d'avoir à l'esprit que le seul matériau ostéo-inducteur, c'est l'os autogène. Et que c'est bien sûr, comme on l'a dit précédemment, la meilleure technique pour les reconstructions. Mais que peut-on faire pour transférer à un biomatériau les propriétés de l'os autogène? Quel type de biomatériau faut-il utiliser en fonction du site? On l'a vu précédemment. Et comment éviter la grande résorption? Et ça aussi, on en a parlé. Comment faire pour transférer à un biomatériau les propriétés de l'os autogène? Eh bien, il faut lui transmettre le potentiel ostéo-inducteur. Il y a 2 possibilités pour le transmettre. Soit on va perforer l'os pour faire saigner et activer la libération des futurs ostéoblastes, soit on va additionner, soit on a additionné à l'os autogène, au biomatériau de l'os autogène, ratage ou prélèvement intrabuccal. Mais on a vu que la matrice organique, elle est constituée de BMP et de facteurs de croissance. Ben, les BMP, aujourd'hui, on sait les créer, entre guillemets, et on peut récupérer le sang du patient après centrifugation pour récupérer les facteurs de croissance. Donc, on va réussir à retrouver un potentiel ostéo-inducteur, à transmettre un potentiel ostéo-inducteur au greffon, et on réussira sa chirurgie parce qu'on aura ce potentiel ostéo-inducteur. Quel type de matériaux faut-il utiliser en fonction du site opératoire? Eh bien, ces biomatériaux vont être fonction du nombre de parois résiduelles.
Lorsqu'on doit remplir une alvéole à 4 parois, on prend du spongieux exclusivement. Et on aura une parfaite revascularisation qui sera rapide du site. Si on a 2 ou 3 parois, on va prendre un os corticospongieux qui va permettre la revascularisation et recréer une corticale externe. Et lorsqu'on a une seule paroi, le bloc osseux est aujourd'hui encore le plus intéressant. Mais si on veut utiliser de la poudre, pour éviter d'écraser, comme j'ai dit précédemment, le greffon, les vis d'ostéosynthèse d'espacement, qui se développent de plus en plus, seront le plus intéressants. Comment éviter aussi une trop grande résorption du biomatériau, l'hydroxyapatite? C'est ce dont je répète depuis le départ. Ce que je répète depuis le départ, c'est l'hydroxyapatite qui va permettre de servir de matrice et de stabilisateur au greffon. On a vu précédemment que la matrice minérale est constituée d'hydroxyapatite et l'organique de fibres. L'intérêt, lorsqu'on utilise un biomatériau, c'est qu'il ait une matrice collagénique qui soit réutilisable. Voilà, voici le consensus que moi, je préconise lorsque l'on fait une greffe, c'est os allogreffique et os xénogreffique, ou association hydroxyapatite bêta-TCP, PRP et PRF et BMP. Et là, on a retrouvé le potentiel ostéo-inducteur. Et puis, je vais faire une parenthèse en vous parlant du docteur Céline Dolangère à travers le suivi post-greffe et l'apport de l'acide hyaluronique. Alors ça, c'est aujourd'hui l'injection la plus à la mode. Parce que lorsqu'on s'attaque à reconstruire une perte osseuse importante, très souvent, malheureusement, il y a des signes extérieurs inesthétiques. Comme vous pouvez le constater sur cette image, le menton est en galoche. Pourquoi? Parce que le patient édenté part en classe 3. Il va projeter son menton en avant. Et malheureusement, même si on arrive à avoir un bon résultat et à le ramener en normoposition, on aura toujours ce menton en galoche. Et l'acide hyaluronique, vous allez le constater, va permettre de réussir de très beaux résultats esthétiques. Tout patient édenté a des sillons nasogéniens extrêmement prononcés. Souvent, comme ce cas-là, les lèvres sont effacées. Et voici le docteur Céline Dolangère dans son activité c'est un médecin esthétique qui donne des cours de manière extrêmement pointue et qui apprend aux praticiens à injecter l'acide hyaluronique. Et on va voir que l'acide hyaluronique, vous allez voir les résultats sont exceptionnels. Voici un cas où on a remplacé la prothèse, mais comme vous pouvez le constater, la patiente a toujours des problèmes esthétiques avec le contour de ses lèvres et son sillon nasogénien. Là, on a, malgré la prothèse, réussi à augmenter le vermillon, mais on a toujours le côté un peu perlèche sur les côtés, sur les commissures, et cet aspect de grimace de la patiente. Donc, l'acide hyaluronique va nous permettre de complémentariser la reconstruction et d'obtenir un résultat fonctionnel par la greffe et esthétique par l'injection. Lèvres plissées, pincées ou absentes, rides autour des lèvres, menton crispé ou en galoche, atteinte des commissures, sillon nasogénien très prononcé sont les problèmes que l'on rencontre très souvent après une greffe. Voici un cas avec une injection d'acide hyaluronique. Vous constaterez qu'il n'y a pas photo. C'est absolument fantastique le résultat que l'on obtient lorsqu'on fait disparaître ces sillons nasogéniens. Autre cas, lèvres plissées, pincées ou absentes et sillon nasogénien très prononcé, patiente édentée qu'on a réhabilité dans le secteur antérieur. J'obtiens une bonne DV, mais je n'obtiens pas le résultat escompté au niveau de l'harmonie du vermillon des lèvres et du sillon nasogénien. Céline intervient et voici le résultat que l'on obtient. Et vous constaterez que le menton, qui était procident, commence à être un peu moins volumineux, alors qu'il n'a pas bougé, alors que après les injections. Autre point très important, et ça, c'est quelque chose que je conseille systématiquement. Lorsque vous faites une réhabilitation, on a toujours ce menton qui perdure un peu en galoche.
en fait, on ne va pas le bouger. On va, comme vous pouvez le constater, donner du volume et du galbe aux lèvres et amortir ce côté de l'avancée du menton. Sillon nasogénien très prononcé sur une patiente réhabilitée après s'être débarrassée d'un stélite, et on a réussi à donner un aspect beaucoup plus jeune à la patiente. Et ça, c'est un cas que je trouve absolument extraordinaire. Malgré la reconstruction, malgré les implants dans le secteur maxillaire sup, je n'obtiens pas un équilibre entre les gencives, entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, et Céline me redonne ce galbe qui permet de réharmoniser l'ensemble. Lèvres plissées, pincées, atteinte des commissures. Regardez la différence. À partir du moment où on a injecté, la commissure de la lèvre est remontée. On n'a plus cet aspect bulldog comme malheureusement on voit souvent. Et le sillon nasogénien a disparu. Et ça, c'est la totale. Je trouve ce résultat absolument fantastique. Il n'y a aucune intervention de maxillofacial, uniquement des injections. Et vous constaterez que le profil de cette charmante demoiselle a complètement changé. C'est ce que moi j'appelle la totale. Alors, la conclusion, nous savons aujourd'hui qu'avec l'amélioration des qualités des matériaux synthétiques, il est possible, pour moi, de réussir une greffe de bonne qualité. 2 points sont fondamentaux. La stabilité de la greffe, ça, on en a parlé depuis le début, et la connaissance des techniques d'incision. Oui, il y a aussi la stabilisation du greffon, on l'a vu précédemment, la manipulation des tissus mous, de manière à avoir une parfaite laxité des tissus, la maîtrise des sutures, c'est le garant de la réussite d'une greffe osseuse. Quelles sont les règles fondamentales de la chirurgie osseuse? Anesthésie, incision, décharge si nécessaire, décollement. Il faut voir son os. Il ne faut pas remplir à l'aveugle, sauf pour certains cas. Préparation du site receveur par perforation pour l'ostéoinduction. Mise en place du greffon. Ajustage d'une membrane de protection, bien sûr, pour protéger le greffon. On fixe cette membrane, ça va très vite. On scarifie le périoste ou on fait un soft brushing et on suture. Je vous remercie de votre attention. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, on peut, et j'ai l'impression de me répéter, mais pour moi c'est fondamental, on peut obtenir exactement les mêmes résultats avec un biomatériau que l'on pouvait obtenir avec les prélèvements d'os autogènes. Je n'ai plus ou peu ou pas de suite post-opératoire et je gagne du temps. Et pour être pragmatique, le temps c'est de l'argent. Au lieu de faire une chirurgie ou 2 dans l'après-midi, j'en fais 4 ou 5. Et voilà, parce que les biomatériaux me permettent d'aller beaucoup plus vite. Voilà, je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Franck. Voilà, c'était vraiment passionnant. Alors, moi, je propose qu'on fasse comme la dernière fois, c'est-à-dire que ceux qui veulent poser les questions ouvrent leur micro et posent directement les questions. Je crois que ce sera encore plus intéressant. Voilà. On attend vos questions. Allô, allô, allô. Ah, c'est bien, tout le monde a bien compris, c'est génial. On était là, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Franck, tu fais jamais d'incision décalée? Je reconnais Christian, Oui. c'est ça? Qu'est-ce que tu appelles incision décalée? Parce qu'il y a plusieurs types d'incisions. Qu'est-ce que décalé en palatin, décalé en vestibulaire? Palatin ou la gouaille, afin Alors, de couvrir ton greffon de façon peut-être plus sûre. alors, je n'ai pas parlé de distraction parce que je travaille sur un système qui va être révolutionnaire, j'espère. Et dans le cas de distraction, oui, je fais une incision décalée parce que je vais éviter, lorsque je vais me faire monter la distraction, pardon, c'est une dissociation, entre guillemets, d'un bloc osseux de la mâchoire du patient
que l'on va placer avec un vérin et qui va permettre à l'os de monter. Sur le long terme. Oui, dans ces cas-là, je fais des qui ont la incisions meilleure décalées. allocation de capital, qui font les meilleures dépenses d'investissement. Donc, ça veut dire que cette croissance forte dans Il y a un monde de quelqu'un qui a croissance laissé faible son concernera micro, que- là. Oui, alors Christian, je te disais, oui, en général, j'incise. Alors, si je fais, pardon, excuse-moi, parce que la personne qui avait laissé son micro ouvert m'a troublé, mais je voudrais te répondre. Je fais des incisions décalées quand je veux essayer de récupérer de la gencive attachée du palais. C'est les seules fois où je fais des incisions décalées. Sinon, je n'en fais pas. Et j'essaye aussi, pour rejoindre un peu ton idée, j'essaye aussi à la mandibule de placer toujours la gencive attachée en linguale. Parce que si je veux recréer de la gencive attachée en vestibulaire, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christian? Oui, tout à fait. Merci. Alors, je vois qu'il sur la discussion, il y a des messages. On va les regarder. Actuellement, est-ce qu'il y a un consensus concernant combler ou non après extraction, implantation immédiate? Je vais répondre à cette question. Alors, Monsieur Moustapha Sadouk me pose la question. Actuellement, est-ce qu'il y a un consensus concernant combler ou non après extraction, implantation immédiate? Alors, oui, il y a un consensus. Si je pose l'implant et qu'il y a un hiatus de plus d'1 millimètre entre le bord interne de l'implant et entre la paroi interne de l'alvéole et la paroi externe de l'implant, oui, je comble. Je comble avec un biomatériau à granulométrie fine qui puisse s'insérer. Si j'ai moins d'1 millimètre, non, je ne comble pas. Parce que les cellules hématopoïétiques vont permettre à l'os vont créer de l'os. Donc, je n'ai pas besoin de combler. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mostafa? Je vais lire de nouveaux messages. Ah, Stéphane me demande, est-ce que je peux expliquer le soft brushing? Alors, le soft brushing, j'ai donné beaucoup d'informations et c'est bien qu'on puisse y retourner. Ça consiste en fait à augmenter la longueur du lambeau. Comment? On a des instruments qui vont gratter la paroi interne du lambeau au niveau du périoste et qui vont détendre les fibres périostées pour augmenter le volume, pour augmenter pour détendre, entre guillemets, le périoste. Ça marche très, très bien. Mais moi, je fais des reconstructions parfois un peu compliquées. Où il y a beaucoup de volume, je rajoute souvent une scarification. Mais le soft brushing consiste en fait à gratter et à tirer vers le haut le lambeau pour pouvoir recouvrir le site. Et lorsque vous faites une greffe, il faut systématiquement que le lambeau lingual, le lambeau palatin recouvre au minimum le lambeau vestibulaire et non pas viennent se coapter, recouvre le lambeau lingual ou palatin. Voilà, le soft brushing, c'est gratter, gratter et encore gratter le périoste pour lui donner plus de laxité. Alors, il y a encore des questions. On va continuer. Alors, je regarde. Quelle est ta recommandation pour les défauts intra-osseux en paro? C'est Thierry Garcia-Ordonez qui te pose la question. Salut Thierry. Quelle est ma recommandation pour les défauts infra-osseux en paro? Le cristal. C'est ce que tu voulais entendre. Le cristal, c'est un biomatériau qui a une qualité exceptionnelle. C'est qu'il est mélangé avec un durcisseur. On ne va pas parler de termes techniques, ce n'est pas notre objet. Qui, lorsqu'il est placé à l'intérieur du site, crée un biofilm qui protège le biomatériau pour pas qu'il s'évapore, entre guillemets, et qui est très vite remplacé par un biofilm sanguin. Et en fait, ça permet à l'intérieur du site une régénération en conservant la stabilité du biomatériau.
Donc, je dirais que l'ostéosate et le cristal sont deux biomatériaux qui sont extrêmement intéressants en parlant. Et je suis en train, ben, tu le sais Thierry, voilà, je vais te répondre, je suis en train de tester le cristal sur de nombreux cas. Il est vrai que c'est quand même extraordinaire, la stabilité. Alors maintenant, je teste, je saurai dans quelques mois si on a un néos parfait qui s'est reformé. Mais à mon avis, je pense qu'il y a vraiment un néos qui va se reformer. Donc, j'aurai de l'icono dans très peu de temps. Moi, je veux vraiment avoir une icono où je vois de l'os se reformer, ou même de visu où je vois de l'os se reformer. Alors, Jacques Aziza me pose, excuse-moi pour le comblement en apposition, tu utilises de l'alo plus xéno ou y a-t-il un autre mixte? Et quid du PRF, sticky bone, etc. Alors, je vais te répondre, j'utilise systématiquement un mainteneur d'espace lorsque je fais un comblement en apposition. Aujourd'hui, je me tourne de plus en plus vers les lames osseuses dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que la lame osseuse, c'est de la corticale malléable. Lorsqu'elle est hydratée, elle ressemble à du caoutchouc dur et on peut fermer le site un peu comme une grille. Moi, je n'aime pas les membranes, les grilles titane. Je trouve qu'il y a trop de perculations. Il y a beaucoup de soucis parce que c'est très agressif pour la gencive. Et la lame osseuse est vraiment une révolution. Et le quid du PRF et Sticky Bone, ben, j'en fais tout le temps. Mais moi, j'ai travaillé avec Joseph Choukroun au début pendant longtemps, que j'apprécie, qui est un chercheur extraordinaire. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un PRP, un PRF que je fabrique moi-même à partir de chercheurs que j'ai rencontrés au CNRS. Et je fais des sticky bones qui sont extrêmement stables. Mais je te réponds, Jacques, il faut rajouter un matériau qui stabilise ton greffon, l'hydroxyapatite en l'occurrence, et des vis d'espacement pour éviter de se retrouver avec un écrasement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais continuer sur les messages. Alors, Stéphane me demande pour les sutures, tu fais les points en haut, puis Donati en alternance. Non, je fais les Donati d'abord et les points en haut après. En clair, plus l'espace est grand, plus je fais des Donati. Je commence par le secteur antérieur, je fais un point de Blair Donati. Le secteur postérieur, je fais un point de Blair Donati. Et le centre, je fais un point de Blair Donati. Et une fois que j'ai mes sutures en cathédrale, ensuite, je fais toute une série de sutures en haut. L'étanchéité de votre site est le secret de la réussite. Si je ne vais pas parler d'un copain qui est maxillo, avec qui j'en ai parlé il y a quelque temps et qui m'a dit je n'en faisais pas beaucoup et maintenant j'en fais beaucoup. Si vous n'avez pas une parfaite coaptation des berges, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Parce que vous allez perdre des points, c'est sûr. Donc, il vaut mieux en avoir plus que moins. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je fais des formations sur les greffes? Oui, j'en fais toute l'année. Jacques, tu prends mon numéro et tu m'appelles quand tu veux. Alors, par contre, est-ce que tu pratiques les techniques de tunnelisation pour remplacer les greffes d'apposition? Non, pas pour les greffes d'apposition, parce que je considère que très souvent, il faut voir ce que tu fais. Mais par contre, je fais de la technique de tunnelisation dans les secteurs antérieurs systématiquement pour la ceinture et les bretelles et retrouver une convexité là où il y a une concavité. Ça marche super bien. J'ai l'os qu'il faut pour poser mon implant, mais je fais ce qu'on appelle un surcontouring, c'est-à-dire que je mets de l'os en plus et vous avez vu les résultats que j'obtiens. On a ce galbe magnifique, si je peux me permettre, qui permet aux patients de ne pas venir vous voir en vous disant « Ah, la couronne est belle, mais là, regardez, c'est tout creux. » Donc, je mets systématiquement des greffons en tunnelisation. Mais la tunnelisation latérale sur la mandibule postérieure, j'ai essayé. Je continue avec les questions. La quantité de produits de comblement en cas de sinusite en fonction de quels paramètres? Très, très bonne question. J'en mets très peu.
J'en mets très, très peu. En général, un sinus, pour passer de 3 à 8, je vais mettre 0,5 cc. 0,5. Voilà, et c'est largement suffisant. Il faut juste, vous savez, il y a un consensus qui a été développé par les Suédois, qui dit qu'à partir du moment où vous avez 1 millimètre d'os de bonne qualité autour de votre implant, vous avez une pérennité totale. Donc, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. De plus, la membrane dans sa partie interne est ostéo-inductrice. Donc, l'os va rester, il va devenir presque corticalisé, comme la pseudo-corticale qu'on rencontre au niveau du sinus, et vous aurez une parfaite stabilité. Et j'ai contrôlé encore aujourd'hui une patiente à qui il y avait 3 mm. J'ai mis 3 implants de 8 et j'ai une parfaite stabilité parce que justement l'os s'est reformé autour. Pas de sausage. Alors Jacques Aziza me dit pas de sausage technique, si, mais de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des reconstructions avec ce que je vous ai dit, soit des lames osseuses, soit des vis d'espacement, une membrane par-dessus, une association matériaux durs, matériaux mous. Et pardon, sur les formations que je fais, j'explique bien que aujourd'hui, on peut faire de la chirurgie très rapide avec des très, très bons résultats. Je regarde les questions. Alors, où commander tout le matériel, pardon, excusez-moi. Où commander tout le matériel chirurgical que tu utilises? Matos coréen. Matos coréen, c'est Alphabio. Alphabio vend ce matériel coréen. Et si on veut commander les forêts d'Ensa, chez Pred. Voilà, ce sont les deux laboratoires qui, aujourd'hui, à mon avis, sont en pole position pour la Summers. Vous savez, moi, j'ai fait de la Summers avec le marteau et l'ostéotome. Les patients, ils ne vous aiment pas après. Hein. Là, ils ne sentent absolument rien. On passe la corticale, la pseudo-corticale. D'ailleurs, je fais un cours là-dessus sur les Summers avec les forêts. On passe la corticale sans forcer, on ne déchire rien. Il y a une technique à acquérir. Et lorsque vous l'avez acquise, vous allez pratiquement oublier les sinus lifts dans la majorité des cas. Donc, voilà, j'ai répondu à Jacques, j'ai répondu à ta question. Je vais regarder s'il y a d'autres techniques. Alors, Zine me dit, je voudrais connaître les délais de mise en charge après un comblement avec ou sans mise d'implant. Alors, os allographique et os xénographique avec association de PRP, donc de facteurs de croissance, 2 mois, 2 mois et demi. Os bêta-TCP hydroxyapatite, 4 mois. Os autogène, 6 semaines. Mais chirurgie plus lourde. Aujourd'hui, avec les BMP, on travaille sur une réduction encore plus importante du délai. Donc, BMP, os allographique, os xénographique, facteur de croissance, 8 semaines. Et en plus, je travaille sur des implants aujourd'hui qui sont extraordinaires, qui ont un état de surface nano, on en reparlera par la suite, qui sont nanostructurés et hydrophiles et qui prennent la vitesse grand V. Donc aujourd'hui, un traitement dans sa globalité, avec la technique que j'utilise, c'est 4 mois. 4 mois, à partir du début où je pose la greffe, 2 mois l'implant, 2 mois d'ostéo-intégration pour l'implant, que ce soit en haut comme en bas, au maxillaire comme à la mandibule. Voilà, on est dans une révolution au niveau des biomatériaux qui font que je ne veux plus pratiquement entendre parler d'os autogène. Changes-tu ton mélange 60-40 selon la densité hydroxyapatite bêta-TCP selon la densité du site D1, D4 par exemple? Non. Non, je ne change pas mon mélange, mais j'utilise les forêts dont je viens de parler
qui font qu'on utilise pour les sauveurs, j'utilise pour condenser. Et les implants que je mettais dans les secteurs maxillaires supérieurs à l'époque, avec un os D4 et qui me revenait dans la figure, aujourd'hui, grâce à ces forêts, je passe du D4 au D2 et je peux mettre toujours le même ratio d'hydroxyapatite et de bêta-TCP. Ce sont les forêts qui font la différence aujourd'hui. Alors, je continue. Actuellement, d'accord, ça, on l'a répondu. Il y a 3 nouveaux messages. La membrane sinusienne n'a pas de propriété inductrice? Ah, si, elle a une propriété inductrice. La membrane sinusienne, elle est vascularisée. Et Mostafa, si je peux me permettre, lorsque tu décolles, ça saigne. La paroi sinusienne, elle fabrique de l'os, mais Joseph Choukroun en a parlé pendant longtemps et ça s'est avéré vérifié. La paroi interne de la membrane de Schneider est vascularisée et est ostéoinductrice. Et ça a été vérifié par nombreux chercheurs et praticiens. Et c'est la raison pour laquelle, quand on met de l'os au contact de la paroi interne de la membrane de Schneider, on a une néoformation extrêmement positive. Tu peux te demander, je crois que Joseph Choukroun a même des études là-dessus qui prouvent le côté ostéoinducteur de la paroi interne de la membrane de sinusienne, pas externe. Le nom commercial de ce que tu utilises pour bêta-TCP, Jacques, je te dirais franchement, je ne m'en souviens pas, mais je crois que c'est Serasorb. Oui, j'utilise Serasorb. Mais en fait, je vais te dire la vérité, aujourd'hui, moi, je n'utilise pratiquement que de la Xeno et de l'Halo. Parce que la qualité de ce que tu obtiens est exceptionnelle lorsque tu les as mixés avec des BMP. En Halo, j'utilise quoi? Ah non, je n'utilise pas Alodine. J'ai utilisé Alodine, je n'utilise plus Alodine, j'utilise… alors, on va faire un petit peu de publicité. Ce n'est pas le but, mais on va en faire un peu. Je travaille avec une boîte allemande. Je te donnerai les coordonnées. Un type extraordinairement inventif, créatif et qui va très très vite dans la recherche. On est en train de développer plein de petites formes spécifiques qui vont permettre de gérer une chirurgie à vitesse grand V. Novomedics. Tu as mes coordonnées. Jacques, tu n'hésites pas à m'écrire et je te donnerai tous les noms des biomatériaux que j'utilise. Qui me donne des résultats exceptionnels. J'ai travaillé avec l'Alodine pendant longtemps, Hubert Guibourg, et j'ai trouvé quelqu'un aujourd'hui encore plus réactif. Mais mon but, c'est pas de faire de la pub ce soir. Mon but, c'est de parler de biomatériaux et de l'intérêt des biomatériaux. Ceux qui sont intéressés pour avoir des références, vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de portable, vous avez mon adresse, vous n'hésitez pas et je vous répondrai systématiquement. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Excusez-moi, je fais le tour. Alors, actuellement, y a-t-il un besoin comblé ou non après l'extraction? Ok, il y a un nouveau message, je vais essayer de voir. Le point en haut, tu le fais au milieu du point en U. Excuse-moi si je peux me permettre, je ne comprends pas la question. Le point en haut, tu le fais au milieu? Ah non, 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 non. Non, 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 je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ce que tu viens de dire, où tu alternes. Non, je n'alterne pas. Je fais autant de points de Berdonati qu'il faut pour avoir une suture en cathédrale.
Et quand j'ai fait mes sutures en cathédrale, je mets des points en haut, à côté. D'abord devant, au fond, au milieu, un peu devant, un peu au fond, un peu devant, un peu au fond. Tu vois, mais je commence toujours par les Bernardinati. Tu ne fais pas de Bernardinati après avoir fait tes points en haut. Tu fais les Bernardinati d'abord et après tu fais tes points en haut. Et tu verras que lorsque tu vas tirer sur la lèvre, elle ne bougera pas. Le lambeau ne bougera pas. Donc les U, tu les mets au milieu. Non, je ne les mets pas au milieu. Je fais le point en U en Bernardinati au début, un point au bout, et là je vérifie que mon lambeau est parfaitement replacé, que mes lambeaux sont parfaitement remplacés de manière équilibrée. J'en mets un au milieu et j'en rajoute éventuellement si c'est nécessaire entre celui du début, celui de la fin et celui du milieu. Voilà, ok, comme pour Léo, exactement. Il y a un respect à avoir parce que si vous commencez, je me répète, si vous commencez devant et que vous finissez sans avoir mis le point au fond et que vous êtes décalé au départ, vous ne pourrez jamais fermer derrière. Donc, je ferme devant, je ferme derrière, je ferme devant, je ferme derrière. Et je m'avance au fur et à mesure. Et tu commences par les décharges. Ou non, je commence par l'angle. Je ne commence pas par les décharges. Tu vois, lorsque tu fais une incision crestale et une décharge, tu vas suturer l'angle au départ. Comme ça, tu places parfaitement ton lambeau et après, tu vas faire la décharge ou faire. En général, je fais la décharge d'abord. Une fois que j'ai suturé l'angle, je fais la décharge. Mais je ne mets pas tous les points de décharge. J'en mets quelques-uns et après, je vais m'attaquer à la scission crestale et après, je reviens sur les décharges si ce n'est pas assez étanche. C'est bon pour toi? Il a dit OK, top. Et ben, moi, je te dis OK, vraiment, super top. Merci. J'ai aimé. Qui c'est qui avait dit? Il y a quelqu'un qui t'a dit que tu es le. Qui c'est qui a dit? Je crois que c'est le docteur Nidam. Tu es le meilleur greffeur de France et de Navarre. Voilà. C'est Surtout bien Michel. résumé. Voilà. Merci, Merci à Michel. toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Vous recevrez le replay pour celui qui veut revoir peut-être une information du webinaire. Vous n'hésitez pas à nous écrire, même au journal LS. Si tu veux même nous transmettre des questions que tu as eues, Franck, qu'on puisse remettre sur le site, on est à votre disposition et à très bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé, je le répète encore une fois, par des formations sur les greffes, par des formations sur les mini-implants, par des formations sur les forêts et attaquer des summers. Vous allez voir la vie complètement différente, de manière différente. Vous allez vous régaler. Vous allez gagner du temps. Vous allez être beaucoup plus cool. Vous allez Et ça vous respecter déstresser la aussi. simplification, la reproductibilité et la pérennité. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Merci à vous de m'avoir Bravo. écouté. Merci beaucoup, Franck. Et merci à toutes et à tous. À très, très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez, Christian.